Bonjour à tous. Dans le cadre de cette série de balados portant sur l'histoire des capitales de Québec, 25 ans d'histoire des capitales, des histoires du Stade Canac, on va se parler aujourd'hui de l'attractivité de la ville de Québec et de l'organisation des capitales de Québec. Et qui de mieux placé pour nous parler de ça que l'entraîneur de l'équipe, Pat Scalabrini. Vous allez voir, on touche à bien des sujets. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenir du stade. Épisode 6. L'attractivité. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Patrick Scalabrini, salut. Bonjour. Comment ça va? Très bien toi-même. Oui, ça va bien. On enregistre ça, on est au mois de mars. Donc là, on graphine le mur, là, on a hâte que ça commence pour vrai. Fait que ça fait du bien de s'asseoir face à l'autre pour avoir une discussion baseball. Puis, tu sais, Pat, je dis nous, on graphine, mais toi, tu graphines encore plus parce que là, tu es en train d'essayer d'amener tel joueur puis tel autre joueur. Puis c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Ouais. L'attractivité de la ville de Québec, l'attractivité des capitales de Québec. Je veux qu'on parle de ça. Puis, Crime, commençons à tout seigneur, tout honneur avec toi, parce que tu as été joueur dans une autre vie. Tu vas me dire ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça. Mais moi, je me souviens très bien des années 2000 où Pat Scalabrini jouait ailleurs qu'à Québec, notamment avec Winnipeg, si je me souviens bien. Ouais. Après ça, il y a eu une transition, Pat Scalabrini qui s'en vient jouer à Québec, et il y a Pat Scalabrini qui est devenu coach des capitales de Québec. Moi, je veux qu'on parle du bout où Pat Scalabrini est devenu joueur des capitales de Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Ben, en fait, il y a eu deux phases, parce que j'ai amorcé ma carrière professionnelle avec les capitales en 2001. Donc, moi, j'ai terminé mon stage universitaire à l'Université d'Hawaï à ce moment-là. Et puis, bien honnêtement, même moi, un Québécois, je connaissais pas tant les capitales. Je n'avais entendu un petit peu parler. Mais tu sais, 2001, là, c'est 2 ans après que ça a commencé en 99. Donc, même moi, je connaissais pas trop ça. J'étais aux États-Unis pas mal. Toi, tu es un gars de Sherbrooke exact. Qui était aux États-Unis pour étudier. Donc, la ville de Québec, pas tant. Non, en fait, je n'étais pas venu visiter Québec très souvent. Okay. Je connaissais à peine. Donc voilà, j'étais aux États-Unis depuis plusieurs années. J'ai fait 5 ans collégial aux États-Unis, donc je revenais l'été un petit peu. Donc j'avais entendu un peu parler des capitales sans trop m'y intéresser. Et puis donc à la fin de ma saison 2001, ma dernière saison, mon senior year à l'université, j'ai eu un appel des capitales pour venir jouer ici. Donc j'avais parlé à quelques équipes affiliées, mais sans plus. Donc j'étais très intéressé, très intrigué à l'idée. Donc c'est là que je suis venu. Encore une fois, je connaissais pas bien ça. Qui t'a appelé? C'était Stéphane Bédard. Ah oui, Steph Bédard. À Jay Ward à ce moment-là. OK, très, très bon. Steph Bédard, là, qui est encore ici dans la région de Québec, qui a été longtemps impliqué. Je pense que son gars est rendu junior élite. C'est fou, hein, comment Zach est rendu junior élite, même qu'il a signé récemment pour aller dans un collège américain. Donc, il amorce cette portion de sa vie-là. Ouais. Très, très cool. Qu'est-ce que tu entendais de Québec à ce moment-là? Parce que là, Steph t'appelle. Pat, veux-tu venir jouer? Là, tu dis que tu connaissais pas tant le domaine, le domaine du baseball à Québec. Les capitales, c'était quand même relativement nouveau. Mais veux pas, tu as dû t'informer, tu as dû poser des questions. Qu'est-ce que tu entendais de Québec à ce sujet-là, à ce moment-là? Pas grand-chose. Écoute, tu sais, tout va vite à ce moment-là. Je finissais, tu sais, j'étais vraiment dans ma dernière saison. On essayait d'aller en série avec l'université, donc j'étais vraiment là-dedans. Tu sais, je finissais ma maîtrise, mon bac à ce moment-là, donc j'étais pas, j'avais pas en tête la prochaine étape, ben. Quand Steph m'a appelé, écoute, je savais qu'il y avait une couple de Québécois que je connaissais. Je voulais essayer ça. Je voulais essayer d'aller voir, de jouer professionnel, de voir quel type de chiffres j'aurais été capable de produire et tout ça. Donc, c'était juste ça. Honnêtement, je connaissais rien du baseball indépendant ou rien de ça. Ah, même le baseball indépendant, comme la structure et tout ça. Toi, là, tu sors de l'université puis tu te dis quoi? Tu te dis, je veux m'en aller dans les majeurs puis je sais pas comment ça va se passer? Oui, mais même, tu sais, moi, j'ai toujours été pas humble là-dedans, mais on dirait que j'ai toujours voulu pousser ça le plus loin que je pouvais, au possible, mais j'ai jamais cru tant que ça que je me rendrais dans les ligues majeures. Okay. Donc, je voulais jouer pro. Je voulais jouer affilié, tout ça. Je voyais ça au niveau universitaire. Le calibre est très relevé. Donc, j'étais performant, mais tu sais, j'étais pas dominant. Donc, je me voyais pas nécessairement de là. J'ai pas dominé l'université Division 1 tant que ça. Au point de me dire, moi, je m'en vais direct dans la ligue majeure. Donc, j'ai pas trop regardé la prochaine étape. Même quand je parle à des joueurs du baseball affilié, on va y revenir, mais il n'y a pas même de monde
qui se concentre sur ce qui se passe en arrière, dans le sens, dans le baseball indépendant, puis ça, tout le monde se voit dans le 2A, se voit dans le 3A, puis monter. Donc, d'étudier, de regarder, de s'intéresser au baseball indépendant, dans mon cas, à ce moment-là, les capitales, c'est pas nécessairement au cœur des pensées d'un athlète, je pense. Je comprends. Puis surtout, tu es en bas âge aussi. Là, tu sors de l'université, tu n'as pas nécessairement un recul sur la vie ou quoi que ce soit. OK. Fait que là, ça, c'est 2000 quand tu t'amènes pour une première fois à Québec. Ça dure combien de temps? J'ai joué 2 ans à Québec, 2001 et 2002. Okay. Donc, 2001, je venais de finir mon université, mon 1056 matchs. Pour aller 2 jours après, on commence une saison de 90. Donc, j'ai bien amorcé le tout. Okay. La saison commençait où j'ai manqué le camp, évidemment, parce que j'ai fini la mienne. J'ai très bien commencé. J'ai performé quand même bien. À un moment donné, j'ai frappé un mur. J'étais épuisé mentalement, physiquement. C'est devenu très difficile. Donc, mes chiffres en ont souffert grandement. Et puis, on a terminé l'année. Mais j'ai appris, j'ai su ce que je devais faire pour un petit peu amener mon jeu au niveau supérieur pour pouvoir le faire. Puis j'avais le feeling que j'étais capable de performer à ce niveau-là parce que je l'avais fait au début, à tout le moins. Donc, je me suis entraîné extrêmement fort pendant l'hiver pour revenir vraiment plus près en 2002, chose qui a fonctionné. Là, j'ai eu une bien meilleure saison. J'ai été recrue de l'année dans la Ligue. J'ai participé au match des étoiles, tout ça. Donc, ici à Québec, d'ailleurs. Ici à Québec, exact. C'est bien hot, ça, comme souvenir. Oui, vraiment. Donc, tout ça. Et puis, par la suite, j'ai signé un contrat avec les Cubs, ça n'a pas fonctionné. J'étais au camp d'entraînement, ça n'a pas fonctionné. Puis, par la suite, j'ai commencé à rouler ma bosse un petit peu dans différentes villes, dans différents niveaux. Donc, c'est de là que j'étais allé à Winnipeg. De Winnipeg, j'ai re-signé avec les Orioles de Lodge. Après ça, j'étais allé jouer avec les Saints de Saint-Paul. Pour finalement, par la suite, revenir à Québec. Là, c'est Michel qui était rendu en chef, donc c'est Michel que je connaissais évidemment depuis 2001, et puis on s'était croisés à l'ABC jadis également, donc Michel m'a convaincu de revenir, finir, continuer ma carrière en 2007 à Québec, donc ça a été mon deuxième séjour avec les Capitales, 2007-2008, puis par la suite, j'ai commencé à devenir vieux et gros, et ça a été le moment de penser d'être entraîneur. Mais c'est pas pire quand même, parce que 2 séjours à Québec, puis je trouve ça intéressant en tabarouette, le premier séjour vraiment au début de l'équipe, vraiment au début. Quelques années plus tard, ensuite, tu décides de revenir, puis là, je comprends que l'appel, parce que ça vient Michel, tu te poses pas trop de questions, puis c'est oui, c'est parfait, je m'en viens, j'ai une opportunité, puis c'est plaisant de revenir jouer à Québec. En fait, au Québec, là, on devrait dire, parce que c'était quand même ça l'offre de baseball au Québec. C'était les capitales, à ce moment-là. Ouais, non, c'est ça. Oui et non, là, c'est plus complexe que ça. J'étais un petit peu plus vieux dans ma tête d'être humain. Ouais. Que je me demandais est-ce que c'est le temps de faire autre chose, de get a haircut, get a real job. Fait que je me questionnais un petit peu là-dessus, mais là, je pense que j'étais prêt mentalement, j'avais le goût de revenir. Puis je m'étais toujours dit que je viendrais probablement finir ma carrière à Québec après avoir roulé ma bosse. Donc le timing était bon. Et ma relation avec Michel a toujours été très bonne également. Donc je suis revenu comme juste à mi-saison 2007 pour venir avoir du plaisir, finir sur une bonne note. On a eu une super équipe cette année-là, là, avec plein de Québécois, des Québécois que j'avais croisés au fil des ans. Là. Donc, on a eu bien du fun. Je me suis blessé malheureusement, mais je suis revenu en 2008. Michel m'a ramené comme joueur-entraîneur, puis c'est là qu'il a un peu amorcé, parti quelque chose dans ma tête que peut-être que je pourrais rester, parce que j'ai toujours adoré le baseball. Je me suis toujours pas mal vu dans ce monde-là, même si, comme je disais tantôt, je me voyais pas nécessairement dans les ligues majeures, je me voyais à l'entour de la game, tu sais. Donc, que Michel m'offre cette opportunité-là, ça leur partit un petit peu la bébête. Le haircut te tentait pas trop, là. Non, pas à ce moment-là. Puis le real job, non. Ouais, je l'avais essayé un petit peu, puis le baseball, c'est le fun, finalement. Qu'est-ce que tu as fait, juste pour le fun? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dis que tu as essayé autre chose que le baseball. Tu veux pas en parler? Ou... Oh, oui, mais tu sais, j'avais essayé 2-3 trucs, là, mais je m'étais installé à Ottawa avec ma copine du moment, puis je travaillais, mettons, pour Service Canada, puis j'avais commencé à prendre des entrevues, puis faire autre chose, vraiment. Ouais, c'est ça, puis travailler pour être douanier, entre autres. Fait que j'étais dans ce processus-là, puis à un moment donné, je me suis dit... Allons-y. On est jeunes qu'une seule fois. Tentons notre chance une dernière fois, peut-être. OK, très bon. Ça, c'est le parcours C'est un parcours de joueur québécois qui a quand même l'appel local un peu qui vient avec tout ça.
Mais mettons, si je me replace dans la peau de Pat Scalabrini au moment où il y a l'appel de Michel à ce moment-là, le mi-2000, pour revenir à Québec, si tu t'appelles pas Pat Scalabrini, si tu t'appelles John West aux États-Unis, qu'est-ce que tu entends autour? Je reviens souvent avec cette question-là, mais qu'est-ce que tu entends à ce moment-là? On est quand même quelques années plus tard, donc les capitales sont un peu plus installées, mais je peux pas dire que les capitales non plus font la manchette partout aux États-Unis. Là, c'est pas le cas, tu sais. Qu'est-ce qu'on entendait à ce moment-là? Ben, moi, pour y avoir joué, c'est sûr que je gardais un œil plus sur Québec. Mon frère venait de jouer 2 ans aussi, 2005-2006. Ouais. C'était juste après ça. Donc, je gardais toujours un œil là-dessus. Mais j'avais un peu pogné la piqûre de voyager, puis tout ça, fait que j'ai utilisé le baseball pour voir du monde un petit peu. Winnipeg, là, j'ai joué avec l'équipe nationale, fait que j'étais allé faire un tournoi, une Coupe du Monde à Cuba. Saint-Paul, une des raisons pour laquelle j'ai signé à Saint-Paul à ce moment-là, c'était que c'était une très, très grosse équipe réputée dans l'association américaine à ce moment-là, mais aussi parce qu'on finissait l'année avec un voyage au Japon. On allait faire un tournoi au Japon, jouer des matchs là-bas. Fait un paquet d'affaires comme ça. Je gardais je suivais les capitales. On voyait là, un peu l'historique, les changements, mais il y avait des joueurs que je connaissais qui y jouaient, mais oublions pas que ça n'a pas levé tant que ça ces années-là encore. Là. On n'a pas eu, oui, il y a eu le championnat de 2006, mais au niveau statistique, ça ressemblait souvent à des équipes. Regarde ben Michel, là, je vais aller revoir les stats, mais on a eu des belles saisons, mais il n'y a pas. On est encore dans le marasme de la fin des expos, veux pas. Je comprends qu'ici à Québec, ça a quand même moins eu d'impact grâce au capital, entre autres, mais reste qu'on était peut-être dans une partie un peu plus. OK. Fait que le bruit c'était pas encore probablement ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Là. Si on va dans le monde du baseball indépendant un peu partout dans le monde, si on parle de Québec aujourd'hui, là, on a un autre son de cloche totalement. Là. Ah, tout à fait, tout à fait. Est-ce que, je pense que l'année, à partir de 2009, là, les championnats qui ont commencé, la saison Éric Gagné, évidemment, il y a plusieurs choses qui sont arrivées par la suite qui nous ont vraiment fait connaître et tout ça. Je pense qu'encore là, en 2007, c'était juste un peu avant tout ça, on commençait à s'établir sans qu'il y ait eu de gros points, de gros faits marquants, je pense. Est-ce qu'il y a eu un avant puis un après Éric Gagné? Dans l'histoire des capitales, oui, mais en termes de recrutement, d'attractivité, amener des joueurs, puis... Oui, dans certains cas. Il y en a que ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est sûr que ça nous a donné de la crédibilité. Là. À plusieurs égards. Moi, j'étais là, je l'ai vécu, j'ai vu la popularité, j'ai vu aller aux États-Unis, puis les gens venaient se déplacer, puis ils attendaient pour voir Éric. Soudainement, on est devenu l'équipe d'Éric Gagné dans certains endroits, au Québec, moins, pas tant, mais ça nous a vraiment, vraiment fait connaître à un public qui nous connaissait pas ou qui se foutait peut-être un peu de l'indépendant ou de la Can-Am à ce moment-là. Fait que moi, pour y avoir été, j'ai vu une grosse différence quand même, le pré et post-Éric Gagné. Puis quand ça fait combien de temps que depuis que tu appelles les joueurs, par exemple, un cold call, là, je comprends qu'un joueur qui va être référé, c'est tel que tel, il attend l'appel, il sait que tu vas appeler, puis il s'est peut-être même informé un peu. Mais tu fais un cold call à un joueur, là, un appel imprévu. Là. Salut, je m'appelle Pat Scalabrini, je coach les Capitales de Québec, ça te tente dessus. Qu'est-ce que tu reçois comme... premièrement, depuis quand tu n'as plus besoin de dire c'est quoi les Capitales de Québec? Ça doit faire quelques années quand même, je peux pas croire. Ben, je le fais encore toujours. Là, je me présente puis je dis les Capitales de la Frontier. Puis là, un peu dépendamment de la réaction de la personne, j'explique un peu. Là, on est les champions défendants. Hein, j'explique un petit peu l'historique avant d'embarquer là-dedans. OK. Un pitch de vente un petit peu quand même, là, double champion. Tout à fait, il faut le faire. Les bons joueurs libérés de l'affilié, c'est sûr qu'ils sont appelés par 20 équipes là, du baseball indépendant. Donc, il faut un petit peu pareil, sortir du lot rapidement. Toi, c'est les championnats qui t'amènent ça beaucoup? Je pense que oui. Les championnats, puis, dépendamment de l'angle. Parce qu'évidemment, avant d'appeler un gars, tu fais tes recherches. Tu essaies de voir si tu joué avec quelqu'un que tu connais qui a joué pour les Capitales. Est-ce qu'il est de descendance cubaine, par exemple? Tu amènes la relation. Est-ce que c'est un Canadien? Peu importe ce que c'est, tu trouves un angle puis tu l'attaques de cette façon-là. Comme tu dis, un cold call avec aucun lien. Ça marche pas souvent, ça. C'est très, très rare. Parce que là, tu embarques dans la surenchère. Puis là, c'est comment tu me payes. Puis ça, c'est le bout qu'on essaie d'éviter le plus possible parce que on se bat à armes égales avec toutes les autres équipes à ce niveau-là. Puis, pour bâtir de bonnes équipes, il faut un peu tirer profit de l'attractabilité, comme tu le mentionnais, des capitales.
Et puis... Est-ce que le côté exotique je dis exotique, là, tu comprends ce que je veux dire quand je parle du côté exotique de Québec, est-ce que ça vient jouer? Parce que, tu sais, c'est quand même la seule culture très, très concentrée, francophone. Ben, il y a Trois-Rivières, évidemment, que je mets là-dedans, mais notre coin, là, on est la seule place où ça parle français, où ça ressemble à l'Europe d'il y a plusieurs siècles. Tu sais, il y a tout ça ensemble. Est-ce que ça fait partie des choses qui... Tu sais, les joueurs, peut-être que c'est pas la première chose qu'ils vont dire, mais à la fin de leur séjour, ils vont dire « Hey, moi, je vais leur recommander la Ville de Québec parce que c'est toute une expérience à venir vivre. » Ben, il y en a. Il y en a qui font une petite recherche, puis là, wow, puis ils regardent ça avec leur femme ou leur blonde, puis c'est wow, là, c'est unique, c'est spécial. Okay. Moi, je sais ça, toi, tu sais ça, mais ces gens-là ne savent pas. C'est pas un avantage pour tout le monde. Oublions pas qu'il y a bien des Américains redneck aller dans un autre pays. Au nord, en français, voilà, oublie-moi, c'est avec ça. Avec de l'argent à Monopoly. T'as-tu des gars qui t'ont déjà ri d'en face? Je veux pas que t'es nomme, là, mais c'est arrivé que ça s'est mal passé, une approche? Ou... Ben, mal passé. Ça arrive fréquemment qu'il n'y a aucun intérêt puis ça passe d'autres choses. Okay. Y en a clairement que tu vois que c'est pas... Aller vivre dans un autre pays qui n'est pas aussi hot et fantastique que les États-Unis, c'est impossible. Okay. Donc, tu le vois vite. Mais tu sais, honnêtement, c'est moitié-moitié quand, des fois, tu vis l'expérience, mais moitié-moitié d'un gars qui voit, qui trippe de vivre une expérience culturelle nouvelle, aller vivre, découvrir un nouveau pays, versus un redneck, ça l'intéresse zéro de sortir de sa zone de confort. Oh, ouais. OK, très bon. C'est drôle parce que tu as abordé le sujet de Cuba, puis je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. La filière cubaine, pendant des années, je ne sais pas si c'est presque une dizaine de joueurs, je pense qu'on a vu passer, dont des traits marquants. Moi, Jordan Mandoulé, je vais me souvenir de ce gars-là toute ma vie. Là. Moi, de voir un gars qui pogne un roulant back-end, puis qui flippe la balle comme ça, comme si rien n'était au premier but, puis que le gars est mort pareil. Tu sais, je veux dire, c'est fou quand même, mais la première fois que tu as amené un Cubain à Québec, ou des Cubains à Québec, devrais-je dire, comment tu as réussi ce tour de force-là? Je te demande pas les détails, on a juste une heure. Là, mais... Ben, tu sais, c'est pas mon tour de force, c'est Michel 100%. Là. Moi, j'étais là, j'étais présent. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, donc pendant la saison. Puis moi, j'étais sur le terrain, je gérais ce que j'avais à gérer. J'avais pas de temps j'avais pas le temps de rêver des rêves impossibles à Michel. Il n'y a pas de Cubain comme c'est comme ça que tu as accueilli ça, le projet cubain? Ah ouais. Amuse-toi, Michel, mais après ça, on va faire du baseball, nous autres. Puis... Non, mais dans le sens que c'est pendant la saison. Puis Michel, on le connaît, là, c'est un rêveur, puis il est grandement responsable de plusieurs tours de magie qui ont eu lieu ici. Ceci dit, quand il te sort une affaire de même, surtout que moi, je suis là, je suis le camp d'entraînement, la saison commence, puis j'en ai beaucoup à faire, beaucoup à gérer. Fait que quand il me sort ces histoires-là, je dis oui, absolument, on va le prendre. Tu y crois moyen, là, genre. On va le prendre, mais je vais garder mes backups en attendant si ça te dérange pas. C'est ça. Puis je savais que ça n'allait pas être là de toute façon, fait que peut-être pendant la saison. Donc toute cette magie-là s'est faite. Le voyage à Cuba avec Pelé, tout ça, pour aller essayer de voir s'il y a de quoi à faire. Fait que c'est un méchant job. Donc, c'est ça, ça a été le début de l'aventure. On n'a pas commencé trop agressivement avec le plus vieux des Gauriel, mais là, quand tout ça a fonctionné, là, on s'est permis, puis là, c'est moi qui recrutais puis qui choisissais un peu nos gars. Fait que là, on s'est permis d'être baveux un peu plus puis de demander des bons joueurs de l'équipe nationale cubaine. Là, fait que toi, tu regardais des matchs d'équipe nationale, tu disais, hey, ça, c'est un bon joueur, ça, c'est un... Puis vous les demandiez même. Puis... Ben là, c'est ça. La première fois, on a établi que Yuniesky Gauriel était le meilleur candidat parce que, pour différentes raisons, là, parce qu'eux, entre autres, s'étaient dit qu'ils ne sauveraient pas parce qu'il est c'est pas un joueur A, mettons. Là. Et vu que c'est le frère des Gauriel, puis que le père Gauriel était proche du régime, qui ne se sauverait jamais, l'histoire démontre autrement. Ils se sont trompés. Mais tout ça pour dire que lui, c'est ça. C'est le candidat qu'ils ont choisi en pensant qu'il allait pouvoir performer et que ça fitterait. Donc, un coup que ça a été fait, nous, on a pris le gars qu'ils nous ont envoyé. Mais là, après ça, il nous donnait un peu plus de marge de manœuvre, de choisir, de demander qui on voulait. Fait que là, on a été un peu plus baveux, puis j'ai choisi mes man crush, puis les gars que je voulais avoir ici, puis tout ça. Ça a été qui ton principal man crush dans tous ceux que tu as eu? Ben, c'est un de ceux que je me suis trompé le plus, mais sur lequel je tripais tellement au niveau statistique, au niveau potentiel, c'était Alexis Ibel. OK. Bell, il avait une feuille de route incroyable. Il avait performé, il avait battu des records. C'était un 5-tool player. C'est un joueur avec les 5 outils recherchés. Ouais.
Donc, sauf qu'il est arrivé un peu, je pense, un peu blessé. Je pense pas tout à fait prêt à jouer à tous les jours, pas tout à fait prêt à endurer la douleur qui amène de jouer à tous les jours. Donc, ça a été un peu de déception à ce niveau-là. Mais tu sais, les premières vagues, là, ça a été Ismaël Jiménez qui s'est fracturé le bras dans un match en lançant. Qui était avec lui. Mais tu sais, après ça, on peut y revenir. Il y a eu des grands chelems. On a parlé de Mandoulay. Blanco, au Monticule, ça a été très tout à fait. bon. Puis moi, un de mes 3 joueurs préférés de l'histoire des Capitales, Yoris Belgracial. Ah oui? C'est un gars qui aurait potentiellement pu se rendre dans la Ligue majeure. Il est allé au Japon, il a été MVP au Japon. Gracial, c'est la totale. C'est le pro ultime. C'est un gars, ça en est un 5-tool player qui était trop fort pour notre ligue. Sa dernière année avec nous en 2017, quand il n'y a pas une équipe de l'indépendant qui aurait pu nous toucher, à mon avis. L'année qu'on a balayé les séries éliminatoires, qu'on était très, très, très complet. À un point où tu te demandais, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Puis on est chanceux de l'avoir, puis ça a vraiment bien tombé, dans le fond, parce que c'est pas le calibre... Non, c'est ça. On savait qu'est-ce qu'il faisait avec nous parce qu'il n'y avait pas d'autres options. À Cuba, pour jouer légalement, le Japon s'est ouvert tranquillement. Là. Il y avait un go ou deux, les Despagnés qui jouaient là-bas, mais ça se faisait pas tant que ça. Donc, c'est vraiment les voies diplomatiques qui ont ouvert ça. Là. L'espèce de canal de communication Québec-Cuba, c'était ça. Là. C'est pas... C'est pas « Ah, j'en ai trouvé un », puis là, ben, les joueurs de Cuba aiment venir... Il faut bâtir tout ça. C'était compliqué, là, parce que avant Gouriel, là, on voit comment les joueurs se retrouvaient aux États-Unis. Il fallait qu'ils se sauvent de leur pays, qu'ils abandonnent leur citoyenneté. Hey, je me souviens, dans les estrades au stade, la série cubaine, quand ils sont venus, les gars étaient surveillés. J'étais assis 2 rangées en arrière d'eux autres, et les gars étaient surveillés. S'ils allaient à la salle de bain, quelqu'un les accompagnait. Ben oui. C'est toujours comme ça. Les premiers gars qui sont arrivés à Québec, là, je me rappelle, le premier voyage, pas l'année de Gouriel, l'année d'après. Donc, Bell, j'oublie là, qui était là avec Jiménez, là, mais il était quelques gars là. On arrive, on commence sur la route, on fait un gros voyage, on arrive en autobus. En fait, premièrement, on traverse les douanes. Ça, c'est le bout qu'on se questionnait. On va être capable de traverser les douanes vers les États-Unis avec un passeport cubain. C'est alors qu'un douanier au Vermont n'a jamais vu un passeport cubain. Là. Donc, il arrive là, puis là, il se parle un peu. Le gars, le douanier, reconnaît Alexei Ibel pour avoir joué, l'avoir vu jouer, je sais pas si c'était aux Olympiques ou à World Classic. Il jase un peu. On passe comme si de rien n'était. On arrive aux États-Unis, fatigué comme tout. OK, les gars, comme je suis toujours OK, allez vous coucher. Demain, l'autobus est à, je sais pas, là, 14h demain. Reposez-vous. Les Cubains, ils sont sur le bord de l'autobus, ils attendent que je sorte de l'autobus, ils m'attendent, ils veulent me parler. Oui. Mais là, on fait quoi pour aller manger? Ben, il y a les restaurants par-ci, par-là. Oui, mais qui vient avec nous? Non. Ben, c'est ça, c'est qui nous supervise, qui nous surveille. Eux, ils ont des gars qui ont joué avec l'équipe nationale pendant des années, là, c'est pas des jeunes. Là. Non, donc, c'est ils ont ça. visité plusieurs pays, puis ça. Toujours un chaperon avec eux pour pas qu'ils se sauvent ou peu importe. Là, fait que pour eux, ça a été gros. Là, les premières années, c'est de vivre avec cette nouvelle liberté-là. Québec avait un vrai effet attractif sur eux. Là. Ouais. Pour eux, là, le fait de repartir à Québec à chaque année, là, je pense à Mandoulay, par exemple, qui est venu plusieurs années. J'imagine qu'il y avait un petit quelque chose que enfin je retourne dans cette contrée de liberté. C'est ça. Fait que, les premières années, c'était ça. C'était pas... On signe un joueur quand le gars il veut venir à Québec, c'est pas ça pantoute. Fallait trouver on pensait même pas que c'était légal, nous autres, là, de contourner l'embargo puis d'être capable de signer un employé cubain pour une business canadienne, techniquement, mais d'une ligue américaine. Fait que c'est une façon de contourner l'embargo. C'est-tu légal? C'est-tu pas légal? Est-ce que, tu sais, tout ça, là? Fait que c'était compliqué. Fait que tant qu'il était pas sur le terrain, tu y as pas tant cru, hein, c'est ça? C'est bon, très bon. Le bilan, il est bon. Ça veut dire le bilan de l'aventure cubaine est juste positif, même si là, c'est terminé. Là, il n'y a comme plus vraiment de canal ouvert, je me trompe pas? Il y a des petits canaux ouverts. On se contacte, on se parle tranquillement. La Ligue a beaucoup changé. La situation a beaucoup changé. Par contre, on est en lien avec peut-être un gars par la bande plus tard. OK. Donc, on verra. Là. Mais on aime la relation. Tout a super bien été. Il y a des irritants, c'est sûr. Là. Mais il y a tellement eu des gros succès. Puis au fil des ans, on a développé des super de relations.
la pandémie a ralenti certaines patentes aussi. T'sais, nous, on va plus là-bas avec nos groupes de jeunes pour aller faire cette expérience-là. Les derniers joueurs cubains... Au sport-études, tu veux dire? C'est ça, vous alliez faire un tour? On partait souvent avec un groupe de jeunes pour aller vivre l'expérience, faire vivre l'expérience à nos jeunes. On amenait une tonne de matériel pour donner aux jeunes cubains là-bas. Fait qu'on vivait toute semaine de tourisme, mais aussi de vivre l'expérience, puis de montrer, essayer de montrer quelque chose de différent à nos jeunes, à nos jeunes, d'aller vivre, jouer sur des terrains moins voir comment ils sont choyés de jouer tabarouette maison. Hein? Puis, tu sais, montrer qu'on est chanceux, dans le fond, ici, là, tout ça. Fait que bref, c'est des beaux voyages. On aimait beaucoup faire ça. Là, avec la pandémie, on a arrêté pour différentes raisons. Je dis pas qu'on recommencera pas un jour. Okay. Jumelé au fait que les derniers Cubains qui sont venus ont quand même un peu sous-performé. Donc, pour tout pas le tracas, mais le travail que ça l'amène, puis l'argent dépensé que ça l'amène, on a pris une petite pause, mais on verra par le futur. Est-ce qu'on a ouvert une filière panaméenne maintenant? Parce que c'est pas le même contexte, évidemment. Non, ça. Mais ça reste que là, avec ce qui s'est passé l'an dernier, on a reconfirmé le retour des deux lanceurs. La limite, c'est quoi après ça? Parce qu'eux autres, s'ils connaissent quelqu'un, là, le bouche-à-oreille commence à faire son effet. Oui, c'est sûr que c'est très différent. Parce que les Cubains, on était les seuls qui pouvaient les signer étant Canadiens. Fait qu'en partant, on avait cet immense avantage-là. Trois-Rivières, Ottawa sont jumelés à la Ligue, c'est pas pareil. Eux aussi, techniquement, pourraient, mais on avait cet immense avantage-là. D'ailleurs, ça jappait dans la Ligue pour les autres équipes quand les Gracial puis les Blanco étaient complètement dominants avec des statuts bas dans la Ligue et tout ça. Donc, il y a eu ça a chialé un petit peu, mais c'est la vie. Donc, c'est ça. Fait que Cuba, c'est complètement différent. Maintenant, Panama, c'est comme d'autres choses. T'sais, mettons, s'il y a un bon Néerlandais qui est libéré, j'ai Sam, j'ai Profar qui ont joué ici, qui ont aimé leur expérience, donc on les contacte. Puis, on a souvent un avantage là, sur d'autres places. Okay. Les Panaméens, après le succès de nos deux partants, évidemment, le très grand succès de nos partants, on les ramène. Là, on gratte un petit peu leurs amis, les gars d'équipe nationale qui sont libérés. C'est sûr que quand tu as deux amis de quelqu'un de l'équipe qui se fait libérer, c'est bien plus facile de les amener. Là, oui, parce qu'après ça, lui, il a pas, ce nouveau joueur-là n'aurait pas à se bâtir un nouvel environnement, ou du moins, il y aurait une aide majeure pour rentrer dans l'environnement de Québec. Là. C'est ça. Puis c'est évidemment... Si le gars y retourne où il a été, c'est clairement qu'il a apprécié son expérience. Fait que c'est sécurisant pour ces gars-là. Donc, moi... C'est intéressant, ça. La confirmation du retour des deux gars est une carte de visite en soi pour les Capitales parce que on prouve, en confirmant tôt, là, parce que ça a été confirmé fin février, début mars qu'il revenait, début mars peut-être. Donc, c'est vrai que ça lance un message fort, OK? Non, c'est ça, tu sais. Puis ces gars-là parlent à leurs amis, ils leur disent comment l'expérience a été cool à Québec. Puis, tu sais, ils ont été dans la ligue. C'est sûr que si, mettons, quand ils allaient jouer à Sussex, si ça avait été le meilleur endroit pour jouer dans la ligue, mais peut-être qu'ils diraient, il y a Sussex aussi qui est cool. Fait que c'est vraiment, je pense que la totale à Québec, c'est le meilleur endroit pour jouer dans la ligue. Donc, c'est plus facile à vendre également pour ces gars-là. Je sais que c'est pas toi qui as amené Éric Gagné nécessairement à Québec. Tu sais, ça a été... Mais ça a été, je veux revenir là-dessus, ça a été un passage majeur dans l'histoire des Capitales de Québec. Qu'est-ce que tu sais de comment on l'a amené, comment on l'a convaincu, comment... Parce que, tu sais, the rest is history, là. On l'a vu, là, ça a été une saison malade. Le dernier départ, moi, j'étais dans le dugout avec ma caméra, puis je filmais, puis c'est des souvenirs que je vais retenir ça toute ma vie. Là. Le monde assis dans les marches au stade parce qu'il n'y a plus de bandes disponibles. C'était malade, mais... Pour en arriver à ça, qu'est-ce qu'on a fait pour convaincre un ancien joueur des majeurs, un ancien gagnant du trophée Cy Young dans les majeurs, devrais-je dire même, pour venir jouer ici à Québec? Ben, la réponse est facile, on n'a rien fait. Hein? C'est Éric qui a contacté Michel, c'est Éric qui était là dans sa vie. Michel, il le répète fréquemment, il a dit non à la base. Il a dit, Éric... cool, mais on n'a pas de place. T'sais. On a nos vétérans, c'était 4 vétérans, je pense, à ce moment-là. On a nos 4 vétérans, puis c'est le fun, mais écoute, je suis désolé. Hey, c'est capoté. C'est capoté ben raide. On serait passé à côté de quelque chose en tabarouette. Là. Ouais, mais tu sais, Michel, on connaît Michel aussi. Là. Il a joué un peu. Il y a sûrement quelque chose dans le derrière de la pensée, mais je pense qu'ils ont comme fini la conversation là, puis apparemment qu'Éric leur a rappelé pas longtemps après. Attends un peu, là.
Tu me dis que t'as pas de place pour moi pour aller jouer à Québec. Fait que là, il explique un peu à Fatard. Puis là, il a dit, regarde, pourquoi tu viens pas t'entraîner un peu, lancer un petit peu ici, te remettre dedans, tu sais, puis être dans l'entourage. Puis, tu sais, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps une porte qui s'ouvre, il y a toujours quelque chose qui arrive, tu sais. Fait que c'est certain qu'on va trouver une façon, puis on va t'embarquer là-dedans. Fait que, tu sais, dans le même moment où à peu près Pierre-Luc Laforêt était devenu disponible, puis avait confirmé son retour. Donc, on a senti ce petit, tu sais, c'est cette petite magie-là, soudainement, là, qui s'opérait. Et puis, évidemment, là, Éric est venu. Ça n'a pas été long qu'il y ait un poste qui s'est libéré. Et puis, ça a tout parti. Incroyable, quand même, comme dénouement, puis tout ça. Puis j'avais pas en tête que Michel il avait dit qu'il n'y avait pas de place au départ. Et Michel avait dit non à Pierre-Luc également, parce qu'on a pour les mêmes raisons, ouais. Tu sais. Fait que, puis on parle de Pierre-Luc Laforêt, là, qui s'est rendu dans le baseball majeur aussi. Qui avait joué avant les majeurs, il était dans le 3A. Quelle batterie incroyable. Quand on dit batterie lanceur-receveur. Là, c'était très drôle parce que, tu sais, c'est deux Québécois qui parlent comme toi et moi, mais que, tu sais, c'est deux gars qui ont joué en Ligue majeure. Puis là, tu sais, on était témoins d'obstination puis d'engueulade parce que, tu sais, je pense qu'un des points tournants, c'était de la magie, ça. Tu sais, ça allait pas si bien que ça pour Éric au début. Non, t'as raison. C'est ça. Il essayait de se retransformer en lanceur partant parce qu'il pensait que c'était peut-être la prochaine voie pour le ramener, puis tout ça. Fait qu'il essayait des affaires, puis ça allait pas si bien que ça. Puis il jouait, il lançait, il se faisait frapper. C'était difficile pour lui pour différentes raisons. Là, son corps revenait, il essayait de se replacer. Fait que là, une journée dans l'enclos après un mauvais départ, on était là, puis là, il lançait avec Pete Laforêt. Puis il essayait son changement de vitesse, qui est son changement dévastateur qu'on a vu à la télévision, puis ça, puis là, jusqu'à temps qu'il essaye de quoi? Puis ça bougeait-tu? Pete, non. Ça a-tu bougé? Ouais, non. Fait que là, t'as peu. Voyons, ça n'a pas bougé, ça. Fait que là, il s'est gagné. Ton change-up, il est pas bon, il bouge pas. Tu lançais 100 avant, puis c'est pour ça que c'était bon. Là, tu lances 90, puis ton change-up, il est pas bon. Là, c'était, voyons! Là, c'était vraiment crampant, l'obstination du moment, puis les deux qui s'écartent, puis qui tiennent leur bout. Puis... c'est bon, là, j'aime ça beaucoup. Pete Laforêt qui ose dire ton changement. Mais c'est vrai, dans le fond, tu sais, catcher, les meilleurs pour gérer une game, souvent, ça va être des catchers. On entend souvent ça, des coachs qui deviennent, des catchers qui deviennent coachs éventuellement. Donc, ben, cette anecdote-là est incroyable quand même. Ton change-up marche plus, tu lançais 100 avant, puis là, tu lances 90. Mais c'était un 90 qui était super efficace en passant. On a eu des belles soirées au stade, sans blague, là. Ouais, mais tu sais, puis Éric, il s'est replacé, là, son corps s'est remis à... Mais il n'a pas relancé 98-99. Il s'est vraiment transformé en lanceur partant, capable de faire la long run, puis se rendre jusqu'à où il doit se rendre, puis tout ça. Là, c'est ça, tu sais, Éric, c'est un hyper athlète incroyable. Là, fait que c'est sûr que son corps, son dos n'était pas revenu encore. Fait que, il essayait de faire fonctionner ce qu'il avait malgré ses douleurs et tout ça. Mais plus que ça allait, le compétiteur est revenu là, en fin de saison. Là, il n'est pas question qu'il allait se faire frapper. Là, fait que le match que tu as eu, qui était mon avant-dernier match en carrière comme joueur aussi, que j'ai apprécié comme toi, comme partisan. Que je l'ai apprécié plus comme partisan que comme joueur, même si j'étais au premier but, j'étais sur le terrain. Là, mais c'est ça. Fait que cette journée-là, tu savais qu'Éric, il se faisait pas frapper. Éric gagnait son match. Le compétiteur en lui, il s'est arrangé pour tout faire fonctionner. On en reparle, j'ai des frissons qui remontent en moi, puis des legit, là, des vrais frissons, là, du sens que je me rappelle d'avoir monté les marches avec la caméra, puis d'être au milieu de tout le monde. Le championnat n'est pas gagné, là. Non. On a gagné le match ce jour-là, mais ça a tellement été fou pour Québec. C'est encore une fois, pour revenir à l'attractivité, c'est une carte de visite spectaculaire pour Québec. Ça va ressortir. Là. Moi, j'ai retrouvé ça sur des disques durs. Là. Les gens qui nous écoutent ont peut-être même déjà vu ça passer dans les derniers jours. Moi, je pense qu'on va toucher la cible avec ça. Je pense que oui. Mais tu sais, comme tu l'as dit, c'était pas le match ultime, mais en gagnant celui-là, on se trouvait quand même... Ça donnait une bonne chance, c'est ça. On tombait 2-0 à ce moment-là. En tout cas, il faisait face à l'élimination de l'autre bord avec Carl qui s'en venait le lendemain. On se sentait bien. Très bon. Jacques Doucet. Moi, je peux pas passer à côté de Jacques Doucet, puis je sais que tu gères pas les communications, puis la radio, puis tout ça, mais tu sais, t'es comme n'importe qui. Tu as grandi en écoutant les expos, tu as grandi donc en écoutant Jacques Doucet. De savoir que ce monsieur-là s'est ajouté à l'équipe des Capitales pendant quelques années quand même, c'est pas rien. Là. C'est un des meilleurs descripteurs, c'est le meilleur descripteur de l'histoire du Québec, évidemment, mais que ce gars-là, encore une fois, là, c'est la fameuse étampe genre approval. Là.
Ouais. Genre, j'ai décrit dans le baseball majeur, je suis une pointure, mais j'aime ça encore, puis je vais venir en faire ici à Québec avec du monde qui trippe. C'est hot, ça, là. C'est drôle que tu dis ça, puis on a parlé tantôt, puis j'y ai pas pensé, mais quand tu parlais des raisons pour lesquelles je suis revenu à Québec en 2007 et tout ça, une des choses qui m'avait intrigué grandement, c'est moi, Jacques Doucet, comme tu le mentionnes, j'ai grandi en écoutant sa voix, tu sais, puis Jacques, c'est un de mes idoles de vie, là. Il était incroyable, c'est un chic type, il a un vécu incroyable, mais il a une voix fantastique, là, on l'écoutait à la radio, c'est une voix particulière, fait que, T'as-tu triché souvent comme moi, toi, avec ton radio en dessous de l'oreiller, les games contre les Padres puis les Giants, là, c'est à la côte ouest, en fin de soirée à 22h? Ouais, j'avais pas besoin de me cacher, mais j'ai écouté comme je pouvais. Mais tu sais, fait que quand Michel m'a rappelé, une des choses qui m'a vraiment intrigué, c'est, hey, imagine-toi, entendre Jacques Doucet, juste prononcer mon nom, dire, tu sais, c'est vrai. Fait que cette bout-là, il m'intriguait grandement. Puis, tu sais, pas de sauter du coq à l'âne, mais on vient de parler de la série d'Éric Gagné, mais c'était mes derniers matchs en carrière. Puis, tu sais, mon dernier match en carrière, c'est la finale le lendemain avec Carl qui lançait. Puis, tu sais, j'ai frappé un coup de circuit ce match-là, puis ça a été le match ultime de la série. Puis, j'ai pris ma retraite par la suite. Fait que, tu sais, c'est le seul... Si tu vas sur YouTube, par exemple, c'est le seul... mes seules actions de joueur de baseball, mon seul circuit, mettons, que mon fils peut trouver. Fait que, tu sais, quand il veut voir si je suis pas trop... si c'est vrai que j'ai déjà joué au baseball, tu sais, pas mal juste ça qui ressort, mais c'est Jacques qui parle, c'est Jacques qui dit, tu sais, Scalabrini au bâton, puis là, tu sais, c'est lui qui commande mon circuit, c'est hot, là, comme petit cul qui a écouté les expos qui est en grandissant. Écoute, tu me racontes ça, puis je frissonne, parce que là, j'ai des souvenirs de quand j'ai monté la vidéo d'Éric Gagné, encore une fois, puis ça bourdonne dans les estrades. Hey, je me souviens des mots exacts, là, puis ça me génère vraiment la chair de poule, c'est fou, là, Fait évidemment que là, ça, c'est peut-être plus un argument local en soi. Tu sais, le joueur qui vient d'ailleurs, il ne saura peut-être pas ça. Mais quelqu'un, là, puis dans ces années-là, en plus, vous étiez plusieurs Québécois. Tu sais, il y a eu toi, Michel, mais là, je pense à Pat Deschênes, Yvan Nakarata, etc., Joe Marleau qui est venu un petit peu plus tard, bon, Pique Laforêt, tout ce monde-là, savait c'était qui, Jacques Doucet, à ce moment-là. Là. Plus que savait c'était qui. Là, on a tous grandi en l'écoutant. Hein, c'est une année avec Jacques vraiment malade. La pandémie. Est-ce que ça... Puis je vais dire la pandémie puis la nouvelle ligue parce que malheureusement, c'est un peu tout en même temps. Laissons Équipe Québec, ça c'est vraiment autre chose. On s'entend que il y a des choses qui sont tombées, qui se sont imbriquées, puis bon. Mais la pandémie, est-ce que ça a changé quelque chose sur... J'aurais envie de dire sur ces années-là, là, tu sais, l'été, peut-être l'été dernier. Cet été, je pense que tu as ton argument pour le championnat, les deux derniers championnats, puis tout ça, mais le premier été post-pandémie, puis le deuxième, est-ce que tu as eu de la difficulté à faire sortir des joueurs de leur milieu, des amener ici à Québec? Ça oui. Oui. Juste pour le facteur pandémie, les vaccins, tous les exigences. Les exigences, puis les obstinations, puis les niaiseries qui se passent en ligne de vaccin, pas vaccin et tout ça. Fait que, oui, il y a eu ça, cette crainte-là de traverser les douanes, vacciné, pas vacciné. Il y en a encore, la première année plus, qu'il y avait de la crainte de que ça reparte, qu'est-ce qu'on fait, je veux pas être trop loin de la maison et tout ça. Fait que, oui, ça a été un peu difficile, un peu pénible pour la première année. Après ça, l'année passée, on entendait beaucoup moins parler. Donc, moins, mais tu sais, c'était le mélange de ça, puis les premières années dans la Frontier, puis un paquet de choses. Tu avais déjà des images de championnat montrées aussi, quand même, l'an dernier, pour attirer des gars. Exact. Ouais. OK. Donc, on ne peut pas dire que la pandémie, à long terme, aura eu un impact. Puis, écoute, c'est bien tant mieux. Là, s'il y a quelque chose dont on ne veut plus entendre parler dans la vie, c'est bien ça, mais ça fait partie de l'histoire. Fait que... Au niveau du recrutement, après 1 an ou 2, je pense que les gens étaient juste prêts à aller de l'avant, voyager, voir le monde. Je terminerai avec ça, parce que des grosses pointures, on a parlé d'Éric Gagné, de Pique Laforêt, tout ça, puis c'est nos grosses pointures à nous. Je pense à l'an dernier, par exemple, où un joueur comme Espoir Valentin qui est arrivé, Greg Bird qui est arrivé ici à Québec, ça c'est du bouche à oreille et pur et simple. Pur et simple. Le facteur Québec n'était pas si grand à ce niveau-là. Surtout Bird, à mon avis, l'impact de Bird est grandement supérieur à celui de Valentin là, pour son background, pour son historique. Et Bird,
purement et simplement, c'est l'ami de Rutsky qui s'est fait demander par son ami viens donc nous aider à finir la saison parce qu'on a des blessés. Puis il était à peu près rendu là dans sa vie. S'il avait demandé ça 5 mois auparavant, il dit c'est pas pantoute. Mais le timing était parfait. Il revenait de sa blessure juste à temps. Tout ça. Là. Fait que c'est vraiment juste. Oui, c'est sûr que son ami il demande de venir avec lui, parce que Rutsky, lui, était très proche dans les filiales avec les Yankees. Ouais. Mais aussi, c'est sûr qu'il voulait qu'on prenne soin de lui. Là, puis il a fait des recherches un peu. C'est un gars qui aime voyager. Là, il arrive de l'Australie cet hiver. Fait qu'il roule sa bosse. Il aime découvrir les gens, découvrir des nouvelles cultures et tout ça. Lui, c'en est un. Donc, quand Rutsky lui a parlé de ça, tout fitait, puis tout l'intriguait, l'intéressait. Donc, ça a été la façon de l'amener. Il a même prolongé son séjour à Québec à la fin de la saison. Quand tu dis qu'il voulait découvrir puis s'imprégner de la culture et tout ça, il a dit, je resterai encore qu'une couple de semaines. Moi. Non, c'est ça. On l'a gardé avec plaisir en espérant que ça lui plaise au point de revenir, si c'est pas cette année, dans le futur. On verra bien. OK. Dernière petite question. Est-ce que tu as adapté ton processus d'entrevue quand tu parles à un joueur? Genre, OK, parfait, tu débarques à Québec. Peux-tu aussi me lister les gars que tu connais dans le baseball? On se rend compte que c'est beaucoup ça. C'est beaucoup le bouche à oreille. Oui, on peut faire le travail qu'on veut. Québec peut être attractif d'une façon ou d'une autre, mais on ne pourra jamais laisser tomber, pour attirer des grosses pièces, du moins, là, le bouche à oreille. Vraiment, parce que pour différentes raisons. L'une d'elles est simplement... Quand un gars est libéré, ben, avant que ça soit connu, ben, ça prend plusieurs journées. Puis des fois, il a déjà signé ailleurs parce qu'il connaît un tel ou un tel. Fait que ça, c'est important. Okay. Ensuite de ça, encore une fois, pour ne pas faire un cold call, mais que Rutsky parle à son chum qui est libéré, qui sait qu'il est connu, pour voir s'il y a de l'intérêt, pour lui expliquer comment c'est cool ici, bien non. Fait que ça, c'est gros. Là. Un coup que je contacte le gars, puis tout ce travail-là a été fait, c'est bien plus facile. Donc, oui... Il y a ce côté-là. Puis après ça, pendant une saison, il n'y a pas beaucoup de joueurs de disponibles. Il n'y a pas beaucoup de libération. Donc ça, c'est tough de se revirer de bord et de faire des changements. Fait que c'est sûr que les gars auxquels j'ai le plus confiance, les vétérans, les gars d'expérience qui ont roulé leur boss un petit peu, je leur coule de l'information un peu. Si jamais des chums libres, libérés, demandez à vos chums qui sont encore des mineurs, s'il y a des gars disponibles, mettons, on a vraiment besoin d'un lanceur ou deux dans la relève là, si on veut gagner un championnat. Lanceur, c'est pas pire, au moins tu cibles une position où tu en as besoin de beaucoup, mais si tu dis j'ai besoin d'un deuxième but, il faut pas que... C'est ça, faut être non, mais ça doit être un jeu, ça doit être un jeu quand même relativement difficile. Je dis un jeu, ça n'est pas un, là, mais on se comprend, il faut pas heurter les sensibilités de tout le monde non plus là-dedans. Là, t'as raison, c'est gros là-dedans. Là. Nous, on croit énormément à ça, là, avoir un esprit de corps qui se tient, puis de bâtir une famille, puis tout ça. C'est sûr que, mettons, mon arrêt-court ne performe pas, puis on l'aime, là, mais c'est juste qu'il ne performe plus. Ouais. On ne veut pas rendre ça public trop, puis faire ça comme il faut pour le joueur, mais c'est une business aussi. Là. Est-ce une vraie dernière, est-ce qu'un ancien joueur qui a quitté peut demeurer une bonne carte de visite? Je ne sais pas, moi, Profar a quitté cette année, il va jouer dans une autre équipe de la Ligue, probablement, de ce que je comprends. Puis ceux qui nous écoutent en ce moment sont probablement déjà plus au courant que nous, là, en ce moment. Mais tu sais, est-ce que ça arrive qu'un joueur dit, moi j'ai quitté, mais j'ai eu une très belle expérience, puis je vais quand même référencer Québec. Ah, fréquemment. Référer Québec. Oui, tout à fait, fréquemment. Ça dépend de la situation, mais ça revient à quand un gars est libéré, je regarde son CV, je regarde où il a joué, avec qui il a joué, d'où il vient. Fait que, tu sais, mettons, Sams est facile à penser parce que j'ai un Néerlandais qui est libéré, je demande souvent à Sams... Le connais-tu? Qu'est-ce que t'en penses? Parle-y donc de nous. Mais là, Kellyn Sams, ça fait comme 5 ans qu'il est parti de Québec, si c'est pas 6. T'as encore contact avec, puis au besoin... Il joue encore avec l'équipe nationale jusqu'à l'an passé. Puis Sam, j'ai quand même passé 3-4 ans ici. Là. Oh oui, puis il a performé. Il a performé et ça a été les plus belles années de sa carrière. Okay. Et on en a pris soin. Oui. T'sais, il est allé ailleurs, il n'a pas aimé l'expérience tant que ça. Donc, il adore Québec encore aujourd'hui. D'ailleurs, il est supposé venir en visite cet été. Ah ouais? Ouais. Donc, ah ouais? Ouais. Ah ouais? Tout à fait. Puis aucun lien, en fait, aucun lien avec les célébrations du 25e. Il venait avec sa femme, sa blonde, visiter, montrer où il a demeuré. Puis, tu sais, je lui ai appris moi-même qu'on avait le 25e. C'est sûr qu'il devrait se présenter à un match. Ah, c'est cool, ça, OK. Mais ça fait que, lui, c'est un exemple. Mais il y a des anciens joueurs qui ont c'est sûr que je vais contacter juste des joueurs que je sais qui ont trippé, qui ont aimé leur expérience, puis tout ça.
Il y en a plein qui coachent maintenant, qui nous réfèrent des joueurs. Là. Pat, merci. On souhaite que l'attractivité de Québec continue à opérer. Hein. C'est une belle ville, c'est une belle région, c'est une belle équipe, c'est une belle organisation. Puis je pense que les gens travaillent fort. Puis les gens appuient leur équipe aussi. C'est pas banal, ça aussi. Ah, ben crime. Tant qu'à ça, oui, vite. 4-5 000 personnes dans le stade régulier, là, je veux dire, c'est probablement pas beaucoup d'organisations du baseball indépendant qui peuvent se targuer de ça. Non, il faudrait voir là, les chiffres avec l'Atlantique puis tout ça, mais non, c'est plus que ça. C'est, mettons, le pourcentage de les salles combes, ces choses-là. C'est l'ambiance, c'est tout ça. Le toit hein, qui nous ramène le son, c'est incroyable, ça. Non, c'est ça. Puis l'endroit où notre stade est, puis la vue, puis tout ça, c'est la totale. Je te laisse aller pour vrai. Merci, Pat Calabrini. Bonne saison. Merci.